Bonjour Marie, tu es la deuxième invitée d'une nouvelle série d'interviews sur le boudoir numérique, dont le but est de partir à la découverte des métiers liés à la cause animale, des métiers qui sont encore méconnus et qui souvent ont dû être créés de toutes pièces par ceux qui l'exercent. Je pense que c'est ton cas. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour, merci de m'inviter déjà. Je m'appelle Marie et je suis la fondatrice de la marque Minuit sur Terre, qui est une marque de mode vegan et éco-responsable que j'ai créée en 2017. Alors, c'est une marque qui propose des chaussures et de la maroquinerie, essentiellement des chaussures, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et en fait, l'objectif de départ, c'était de proposer des chaussures qui soient, pour moi, le plus important, c'était sans produits d'origine animale, donc sans cuir, mais aussi avec les produits les plus éco-responsables possibles et sans compromis ni sur le style ni sur la qualité. Donc, je voulais des choses vraiment jolies et qui durent dans le temps. Et du coup, ça fait maintenant 8 ans que je développe cette marque. On a de plus en plus de produits, ça marche toujours aussi bien, donc c'est super. Et je l'ai lancé parce que je suis moi-même végane depuis, je sais pas, au moins une décennie, à mon avis un peu plus. Et ça faisait sens pour moi du coup d'aligner mes valeurs tout simplement avec mon travail. Justement, Minuit sur Terre, c'est une marque très spéciale puisque c'est une marque de mode éthique. Mais c'est quoi une marque de mode éthique? Alors, Mini sur Terre, du coup, c'est une marque de chaussures et de maroquinerie qui est donc 100% vegan. On n'utilise aucun produit d'origine animale, que ce soit dans les composants, dans la colle, par exemple, ou même le packaging. Donc, vraiment, tout est pensé pour être sans aucun produit d'origine animale. Et donc, pour les chaussures, principalement, c'est sans cuir. Et à la place, on utilise des matériaux éco-responsables comme des résidus de maïs, de pommes ou de raisins ou même des bouteilles plastiques recyclées. Et le tout est fabriqué au Portugal, donc c'était un bon compromis qualité-prix. Alors certes, c'est pas du made in France, mais clairement le budget serait pas le même et le frein est déjà un prix pour beaucoup, donc on a préféré faire du made in Portugal où la qualité est vraiment excellente. Et voilà. Après, au niveau éthique, c'est difficile. J'allais dire, quand j'avais des employés, je faisais attention à ce que tout le monde se sente bien et ça se déployait jusqu'à ce niveau-là. Mais maintenant, je n'ai plus d'employés, donc il n'y a plus ce volet social en fait qu'il y a pu avoir à une époque. Tu nous l'as dit, tu es végane. Donc pourquoi c'était important pour toi de t'engager pour une mode qui n'utilise pas de matière animale? Et puis peut-être parle-nous de Cannelle qui a joué un grand rôle dans la création de Minuit sur Terre. J'ai jamais, moi, eu pour projet ou pour ambition de lancer une marque ou de créer une entreprise. Je viens pas d'une famille dans laquelle il y a des entrepreneurs, donc c'est vraiment pas quelque chose dont j'avais spécialement connaissance. Et en fait, ça s'est fait pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai adopté Cannelle, du coup, qui est mon chien, en juin 2016. Et je l'ai adopté en faisant une croix à ce moment-là à toutes les carrières qui pourraient m'arriver sur Paris. Parce que je m'étais dit, bah, maintenant que j'ai un chien, il est hors de question que j'aille dans une grande ville. Là, à Bordeaux, ça va encore parce qu'on habite à côté du parc, donc c'est super. Et en fait, j'ai eu cette idée de chaussures véganes tout simplement parce que moi, j'en trouvais pas à acheter en tant que consommatrice. Et je m'étais dit cet été-là, bah, je vais terminer mes études tranquillement, je vais peut-être travailler 2-3 ans dans la chaussure et puis peut-être qu'après, je lancerai une marque si j'ai envie. Et en fait, ce qui a un peu précipité les choses, c'est que je suis rentrée du coup en dernière année d'études. J'ai fait un double diplôme entre Sciences Po Bordeaux et l'IAE de Bordeaux. Et à l'IAE, chose super, il y a un incubateur étudiant et grâce à cet incubateur, en fait, on peut avoir le statut étudiant-entrepreneur, on est un petit peu coaché et surtout, le statut permet de convertir son stage de fin d'études en création de projet. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est un super plan. Plutôt que de faire un stage où je serai de toute façon payée une misère, je vais mettre à profit ce temps pour développer une marque. Et comme ça, en plus, je resterai avec mon chien. Donc ça, je l'ai dit qu'une fois que ça a marché, parce que je pense que mes parents, ils auraient un peu mal vu, un peu mal vécu le fait que je leur dise, non, non, mais ne vous inquiétez pas, vas-y, je me lance dans l'entrepreneuriat juste pour rester avec le chien. Mais maintenant, je rigole parce qu'ils le savaient au fond que c'était une des motivations. Et voilà pourquoi je l'ai fait. Du coup, j'ai commencé à travailler sur la marque sérieusement en octobre 2016. Donc c'était pendant ma dernière année d'études et à partir de janvier, j'étais à temps plein sur la société, mais j'avais déjà bien avancé puisqu'en fait, on a proposé les premiers modèles en crowdfunding en mars 2017. Donc c'est allé assez vite en fait. Entre octobre et mars, j'ai eu le temps de trouver un nom de marque, trouver des fournisseurs, faire des dessins, choisir les matières, organiser le shooting, créer le site internet, faire le crowdfunding. Enfin, du coup, voilà, c'est allé assez vite parce que moi j'aime bien quand ça va vite et que j'avais surtout la conviction qu'il fallait confronter le produit au marché le plus vite possible parce que
dans ma tête, ça sert à rien de passer 2 ans à peaufiner un projet et un produit si, en fait, au moment de le vendre, on se rend compte qu'il n'y a pas de client pour ce produit-là. Donc, d'où l'intérêt que ce soit rapide aussi. Ça évite de perdre du temps quand ça marche pas. Et voilà, depuis ce crowdfunding, du coup, en 2017, on a vendu peut-être 400 paires. Ça s'est développé tout de suite. Il y a eu une période un peu de creux entre le moment où on a fini le crowdfunding et le moment où on a reçu effectivement les chaussures, parce qu'on les a reçues qu'au mois d'août. Et en fait, ce qui a fait décoller un petit peu la marque au mois d'août 2017, c'est qu'on a eu un reportage de France 3 Aquitaine qui a été partagé sur Facebook et partagé et repartagé. Et en fait, quand on a eu le stock qui a été livré, le reportage est sorti juste après et notre stock a été épuisé en 15 jours. Donc, c'était super. Ça a permis vraiment de lancer l'entreprise. Est-ce que tu sens que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par la mode éthique et plus spécifiquement la mode végane? Oui, ça se sent de plus en plus. Alors, la mode végane, c'est difficile parce que même nous, en tant que marque végane, on le crie pas en gros sur tous les toits. Alors certes, tout le monde le sait, mais c'est un mot qui est quand même très clivant. Et en fait, l'utiliser nous prive de toute une partie de consommateurs qui, eux, sont plutôt dans une optique éco-responsable et qui donc vont faire prôner plutôt les produits, enfin les valeurs environnementales des matières plutôt que le fait que ce ne soit pas du cuir. Et c'est vrai que c'est cette partie de la population-là qui se développe de plus en plus et qui veut de plus en plus faire attention à ce qu'ils consomment. Donc c'est plutôt ce secteur-là sur l'éco-responsabilité plus que sur le vegan. Malheureusement, tant que les gens achètent un produit vegan, et même s'ils le font pour des raisons qui sont pas celles liées aux animaux, c'est toujours super. Mais c'est vrai que c'est plus le côté éco-responsable qui se développe que le côté vegan. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de marques qui proposent ce genre de produits. Alors pas exactement comme nous on l'a fait en général. Enfin, je vais pas cracher sur les concurrents, mais il y a aucun concurrent quasiment qui a fait une marque végane qui était lui-même vegan. Donc ça, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui surfent un peu sur la tendance, alors que parfois il y a des gens qui, eux, pour le coup, ont de vraies valeurs et qui essayent et qui n'y arrivent pas. Donc c'est un peu dommage. J'espère qu'il n'y a pas des freins sur cette partie-là. Et moi, je pense que c'est lié au fait que si on le fait par valeur et par conviction, on a peut-être moins d'ambition que les gens qui le font justement parce qu'ils ont envie de créer une entreprise à tout prix et qui vont chercher le produit qui s'y prête le mieux. Donc c'est un peu dommage. Mais Alors, tu parlais de l'éco-responsabilité des matériaux. Ici, des matières innovantes de la mode végane et plus durable. Donc, toi, tu utilises des haltères-cuir de pommes de raisin de maïs. Alors, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, donc on parle d'haltères-cuir vegan, donc qui sont fabriqués sans matière animale. Ce sont des alternatives au cuir traditionnel d'origine animale. Et ces haltères-cuir sont aussi plus durables parce qu'ils sont fabriqués à partir de végétaux, soit parce que c'est issu de plantations durables comme le cactus, soit issu de déchets agroalimentaires. Et toi, dans ton cas, ce sont des déchets générés lors de la transformation du raisin en vin, de la pomme en jus et aussi des déchets de maïs, c'est ça? oui, c'est exactement ça. J'ai choisi les 3 matières-là parce qu'en fait, ce sont, heu, pour moi, d'un point de vue éco-responsable, les mieux, pas spécialement dans la composition, mais par le fait qu'elles soient fabriquées en Italie. Et donc ça reste quand même très proche de la France, alors que par exemple, le cactus et l'ananas sont des matières qui ont des vertus éco-responsables hyper intéressantes. Mais par exemple, le cactus, il faut l'importer du Mexique. Donc pour moi, ça faisait pas sens de faire traverser l'océan à des rouleaux de matière, alors qu'on en a juste à côté. Voilà pourquoi je l'ai pas utilisé. Mais ces matériaux, en tout cas, ils ont aussi ils ont beaucoup été développés depuis 8 ans. Moi, je les suis du coup forcément depuis toutes ces années-là, et c'est super de voir en fait qu'il y a tout le secteur qui bouge avec nous, et donc c'est aussi une preuve que ces tendances, il y a de plus en plus de ces matériaux-là. Les compositions sont meilleures chaque année parce qu'ils arrivent à les améliorer chaque année. Il y a de plus en plus de choix de couleurs, de textures, etc. Donc c'est vraiment chouette de voir qu'on a plus le choix, alors que quand j'ai commencé, j'avais une matière à base de céréales, c'était pour faire la semelle intérieure, et sinon on devait se contenter de simili-cuir pour l'extérieur. Donc c'est top de voir qu'on a de plus en plus le choix, et maintenant il n'y a plus aucune de nos matières qui ne contient pas une partie végétale ou une partie de recyclée. En général, c'est des bouteilles plastiques qui sont recyclées. Donc vraiment c'est super. Donc, tu travailles avec la matière Grapeskin de l'entreprise italienne VGA. C'est une matière qui est utilisée par Stella McCartney, par la marque danoise Gagny, par H&M et d'autres encore. Mais Minuit sur Terre est vraiment précurseur parce que
En fait, c'est la première marque française à avoir utilisé le Grape Skin. Oui, c'était en 2020, alors juste avant le confinement, c'était super chouette. Mais ça faisait plus d'un an qu'on faisait des tests déjà sur ce matériau-là parce que comme c'était nouveau, on va pas se dire ah voilà bon elle est cool leur matière, on va en commander 500 mètres, faire 5000 paires de chaussures et puis on va les vendre comme ça. Nous en général on essaye de faire les choses bien, donc du coup on avait commandé des petits rouleaux, on avait fait des paires avec, on les avait testés en conditions réelles. On les a fait tester par plusieurs personnes en conditions réelles. On les avait envoyés au centre d'acting de la chaussure au Portugal pour qu'ils fassent des tests de vieillissement accéléré, etc. Pour être sûr que ça dure dans le temps. Parce qu'en fait, une matière, si sa composition est super, mais qu'elle n'est pas adaptée à l'usage d'une chaussure, parce que c'est quand même un produit qui s'abîme assez vite, donc on marche beaucoup avec, enfin, on les sollicite beaucoup, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, c'est surtout ça il faut arriver à jongler entre prendre, ok, la matière avec la composition la meilleure, mais il faut qu'elle soit quand même assez durable pour avoir un intérêt de solidité. Et les autres matières, donc c'est aussi l'Apple Skin, donc de l'entreprise italienne Frumat qui a été rachetée par Coronet et qui produit aussi ton alter cuir de maïs. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces deux matières-là? Alors, moi, en général, j'arbitre en fonction du choix des couleurs et des textures. Parce qu'en fait, les trois matières, elles sont assez similaires d'un point de vue composition et d'un point de vue résistance. Pour tout ce qui est base des baskets, on prend plutôt celle qui est en maïs parce qu'elle est un peu plus épaisse. Et que du coup, moi, je la trouve plus costaud et je trouve ça plus intéressant de l'avoir en matière de base. Par contre, ce qui est bien avec la variété des matières, c'est que maintenant, bah, il y a de plus en plus de couleurs et de textures. Et comme nous, on fait pas mal de baskets brodées, sur lequel à l'arrière il y a toujours un petit emplacement de la couleur qui va avec la broderie, bah, c'est vachement bien d'avoir ça. Mais après, c'est vrai que en termes de composition vraiment, on est en fonction des matériaux entre 30 et 75% de matière végétale dans le produit. Plus en général il y a de matière végétale, moins la matière est épaisse. Donc il faut faire attention aussi à pas forcément aller vers le taux le plus important, mais de choisir vraiment la matière qui est le plus adaptée au produit qu'on veut faire. D'ailleurs, il y en a aussi, par exemple, on a fait des perfectos à un moment, bon, malheureusement on les fait plus. Et là, pour des vêtements, il fallait une matière beaucoup plus souple et beaucoup plus élastique que pour les chaussures. Et on l'a retrouvé que dans le maïs, par exemple, et pas chez les autres. Voilà, donc il y a aussi ces différentes qualités du matériau à prendre en compte en fonction du produit qu'on veut fabriquer. Une des critiques qui est faite justement à ces matières innovantes, c'est que ça contient encore du plastique. Notamment, je pense à un enduit de plastique en surface pour leur donner l'aspect visuel souhaité. Et la critique du plastique, c'est que c'est dérivé d'une industrie pétrochimique polluante. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui utilise ces matières et qui sait exactement le pourcentage de végétaux dedans? J'aimerais bien que ce soit pas le cas, forcément, même si il y en a de moins en moins et que maintenant ils arrivent à faire justement des résines à base de polyester recyclé, etc. Il y a toujours une partie de plastique. Pour des raisons évidentes de qualité, pour le moment, on peut pas faire 100% végétal, ça n'existe pas. Et moi, je suis plutôt partisane ben, on fait au mieux. Et là, c'est le mieux qu'on trouve. C'est pas parfait, mais rien n'est jamais parfait au final, parce que si on écoutait les demandes des gens et notamment de ceux qui nous critiquent, il faudrait qu'on propose une paire de chaussures qui soit garantie à vie, donc qui bouge pas toute la vie, qui soit 100% en matériaux végétaux, mais vraiment 100%, et qui soit fabriquée en France et qui coûte 10 euros. Je la fais, enfin, je grossis vraiment le trait, mais en gros, c'est ce qu'aime, pour qu'on n'ait pas de critique, il faudrait que ce soit ça, et encore que, on trouverait toujours des choses à redire. Donc évidemment, c'est pas parfait, mais en même temps, d'un point de vue notamment éthique et pour le côté vegan, pour moi, il n'y a pas mieux. Après, il reste l'option des chaussures en toile, on peut en faire en lin, en coton recyclé, etc. Mais c'est bien pour l'été. Pour l'hiver, on a un peu froid aux pieds après, donc il faut aussi voilà, un peu de bon sens dans le produit. Et qu'est-ce que tu penses du développement, donc de plus globalement, de toutes ces nouvelles matières innovantes? Donc, on a vu le raisin, on a vu la pomme, le maïs que tu utilises, mais il y a aussi de la terre cuir, par exemple, de mycélium, les racines du champignon. Tu suis, j'imagine, le développement de toutes ces matières-là? Oui, je suis avec attention. Le mycélium, on l'a utilisé pour la première fois dans une paire cet automne. Après l'avoir testé aussi, c'était un petit peu long. Et le rendu est vraiment pas mal. C'est un peu plus brillant que les autres matières qu'on a. Et un peu plus lisse. Mais en termes de qualité, ça n'a pas bougé alors qu'on a un peu de recul maintenant sur. Donc c'est vraiment bien parce que le procédé, pour le coup, il est vraiment peu polluant et c'est chouette. Après, plus il y en a,
plus il y a de gens qui ça va intéresser, plus il y a de marques qui vont les utiliser, plus ça va se démocratiser. Et moi, je me souviens très bien, il y a 7 ans, quand je disais chaussures véganes, les gens ils me riaient au nez, ils me disaient ha ha ha, les chaussures ça se mange pas. Et maintenant, j'ai l'impression que les gens savent déjà un petit peu mieux ce que c'est, et qu'il y a moins besoin d'expliquer ce que c'est une chaussure végane, parce que les gens ont conscience que vegan c'est pas que le régime alimentaire. Bon, il y a toujours certaines personnes qui sont pas forcément éduquées sur ces sujets-là, qui savent pas et qui font des blagounettes sans arrêt. Mais du coup, moi, j'en ris maintenant hein, quand on me dit ah oui, et si ça mouille, ça germe, je leur réponds ouais, et si vous le chauffez, ça fait du popcorn. Et voilà, il faut le prendre aussi pas vraiment sérieusement, parce que dans tous les cas, à partir du moment où on s'expose sur les réseaux ou la presse ou n'importe quoi, il y a toujours des détraqueurs, mais toujours. Toujours, toujours. Et ça, quel que soit le sujet, ça peut même être la chose la moins clivante du monde. Il y aura toujours des gens qui vont aller critiquer. Donc, du coup, il faut faire abstraction et savoir pourquoi on fait les choses. Et si, enfin, moi, ça a toujours été mon cas. Tous les choix que j'ai faits, je les ai faits en conscience et j'ai toujours su pourquoi je les faisais. J'étais consciente que parfois, j'aurais aimé que ce soit autrement, mais que c'était pas possible. Et en fait, avoir cette philosophie-là, ça permet de se justifier à chaque fois qu'on nous fait une remarque. Et moi, on m'a parfois accusé, on m'a déjà dit ah mais vous avez réponse à tout. Et j'avais envie de dire mais heureusement, parce que si je savais pas quoi répondre, c'est que j'avais pas vraiment réfléchi à pourquoi je faisais les choses. Donc voilà, je pense que c'est le plus important quand on crée un produit, c'est de savoir pourquoi on le crée. Quand on choisit une matière, c'est pourquoi celle-là et pas une autre. Et à partir du moment où on est raccord avec nos valeurs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sur le boudoir numérique, moi, je m'intéresse beaucoup à l'influence de la technologie, l'innovation sur la mode. Si on regarde un petit peu plus loin, on peut même imaginer qu'à terme, tu sais, il y a du cuir véritable, mais qui soit cultivé en laboratoire. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je l'avais entendu pour la viande. Moi, je sais que je pourrais pas manger de la viande, même si elle est à partir d'une cellule, parce que bon, ça, au bout d'un moment, ça dégoûte. Mais pour le cuir, il faut voir comment c'est produit, il faut voir d'où vient la cellule souche, comment est-ce que, parce que si on élève des animaux pour pouvoir prélever des cellules souches, est-ce que finalement il y a, ok, peut-être que l'animal ne meurt pas, mais si on lui fait des prélèvements régulièrement, c'est peut-être pas drôle non plus. Donc il y a toute cette partie-là à prendre en compte aussi. Et puis peut-être le prix aussi. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas vegan, si on lui propose deux produits, un produit qui est fait à partir de cuir d'une cellule de vache qui n'est pas morte et vraiment la peau d'un animal mort, je pense que même la personne qui a le moins de cœur va aller vers le cuir qui est fait à base de cellules, si c'est au même prix. Honnêtement, je suis pas sûre qu'il y ait un pourcentage élevé de la population qui, pour une même matière, une à base d'un animal mort et une à base de cellules, soit prêt à payer plus cher. Et tant que c'est le cas, bon après, encore une fois, c'est de l'hypothétique vu que la matière elle n'existe pas encore, mais voilà, c'est à voir. Je sais pas si les marques s'empareront en tout cas de ce créneau-là, s'il n'y a pas un marché derrière. Et à mon avis, pour que ça marche, il faut que ce soit pas plus cher que du cuir. Sinon, les clients, ils iront pas. Dans mon premier podcast sur les métiers de la cause animale, je discutais avec Anne-Laure Meinkens de la manière dont elle a créé son métier de consultante en question animale. Et j'avais envie de discuter aussi de ça avec toi, de la manière dont tu as créé Minuit sur Terre. Est-ce que toi, par exemple, tu as eu l'impression de devoir inventer ton métier de toute pièce? Alors, oui et non. Non, dans le sens où les gens qui créent des marques, il y en a tous les jours et c'est forcément quelque chose qui a déjà été fait, même si les détails et l'exécution sont pas la même. Et oui, dans le sens où il n'y avait pas de marque de chaussures véganes en France quand je l'ai fait. Donc c'était un peu un pari et on m'a un peu, enfin je sais que quand j'allais voir les banques, j'avais 23 ans, enfin bon, du coup une jeune femme de 23 ans qui arrive, qui leur dit, prêtez-moi de l'argent, je vais faire des chaussures véganes. Il y en a plein qui m'ont pari au nez, hein, mais intérieurement je pense que ça devait les faire sourire. Ça a été peut-être le côté le plus difficile. Maintenant, c'est tellement, il y a eu tellement de projets qui ont marché et tellement, enfin, c'est tellement à la mode entre guillemets. Je pense qu'il y a plus cette difficulté-là. Mais à l'époque, en tout cas, oui, ça a été un vrai challenge. Et puis, même pour moi, j'avais pas vraiment d'expérience professionnelle. J'avais fait des stages, peut-être aller 1 an et demi de stage en cumulant le tout. Mais du coup, j'avais pas non plus une expérience énorme. J'étais là, bon, alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par trouver des huiles ou dois-je d'abord faire les dessins? Est-ce que je dois attendre que les huiles me disent comment faire les dessins? Ou alors, et c'était un peu le bazar au début. Du coup, j'ai un peu tout fait en même temps.
Et du coup, j'ai trouvé aussi une personne au Portugal qui est agent de production avec qui je travaille toujours maintenant. Et c'est vraiment pour moi, quand on veut faire un produit dans lequel on ne s'y connaît pas, en plus dans un pays étranger, certes, ça a un coût, je la paye 5% de tout ce que j'achète aux usines, mais c'est quelque chose dont je pourrais pas me passer aujourd'hui. Parce que déjà, elle va faire le lien entre moi et les usines. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, bon bah voilà, faites vos dessins, montrez-moi ce que vous voulez à peu près faire, la gamme de prix à laquelle vous voulez que ça sorte, et moi je vous redirige vers les ateliers qui seront les plus à même de faire ce que vous voulez. Et en fait, c'est hyper bien parce que maintenant elle me gère en plus les problèmes avant qu'ils m'arrivent. Par exemple, imaginons la matière que j'ai commandée ne va pas du tout, ou alors ils ont reçu le mauvais rouleau. Et ben avant de me dire qu'il y a eu un problème, elle va le résoudre et après elle me dire il y a eu ce problème mais je l'ai résolu comme ça. Donc en termes de tranquillité d'esprit, c'est quand même vraiment pas mal. Puis pareil quand je lui dis ah ben voilà j'aimerais bien faire des chaussettes, une semaine après ben c'est bon je vous ai trouvé un atelier qui fait des chaussettes, voilà voilà voilà. Et c'est un vrai plus et ça permet d'aller vite et de faire plus de choses. Et puis aussi d'avoir des relations avec les ateliers qui soient sympas parce qu'elle, elle les connaît bien. Et donc, du coup, elle leur amène que des gens de confiance aussi. Donc, en tout cas, moi, je le conseille pour un produit. Je trouve que c'est très rassurant, à moins d'avoir une première expérience et d'avoir déjà des contacts. Hein, mais en tout cas, moi, je le referais pas autrement si je devais refaire. Et au niveau de la promotion de ta marque, déjà, je trouve quelque chose de très intéressant dans ta manière de faire, c'est que je trouve que tu es très cash en fait, t'es très sincère sur ce que tu racontes, tu expliques même ce qui t'arrive, t'es ouverte pour faire découvrir un petit peu la vie de ta marque aux gens qui te suivent. C'est voulu ou c'est simplement ta personnalité? J'ai été en train de réfléchir exactement à cette question-là. Est-ce que c'est un parti pris que j'ai pris ou alors c'est que je sais pas faire autrement? Je sais pas. Honnêtement, moi, je sais pas mentir du tout. Et même dans la vraie vie, hein, je suis incapable. Enfin, ça se voit tout de suite si j'essaie de raconter un bobard. Donc, du coup, c'est pareil, en fait, en ligne. Moi, je me sens mal. J'ai envie de pouvoir me regarder dans un miroir le soir et de être raccord avec ce que je dis. Et en fait, j'ai remarqué que quand je racontais vraiment ce qui se passait, les gens étaient beaucoup plus intéressés que si je mettais juste une photo des chaussures en disant ah voilà nouvelles chaussures elles sont trop cool. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu des deux. Je pense que c'est ma personnalité qui fait que j'ai aucun problème avec ça et à parler de tout et même des difficultés etc qu'on a pu avoir. Et d'un autre côté, je sais que ça plaît et les gens ont besoin d'avoir une vraie proximité avec nous comme ça et de comprendre pour eux aussi ce qui se passe. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, en 2023, quand on a eu, enfin, c'était la fin du début ou le début de la fin, je ne sais pas comment, on a eu une année très compliquée en 2022 et en 2023, du coup, début 2023, j'ai dû me séparer de toute l'équipe. Donc, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Et là, on a eu une vague de commandes énorme parce que les gens ils nous disent ah non, on veut pas que vous partiez, donc du coup, on va tous commander et puis comme ça, vous allez pouvoir continuer d'exister. Donc ça aussi, c'est super chouette parce qu'on se rend compte que le fait d'être transparent et sincère surtout, les gens ils nous croient quand on dit quelque chose et voilà. Et ça a commencé en fait cette transparence quand les gens me posaient des questions et j'avais beaucoup de questions genre pourquoi est-ce que ça coûte si cher, etc. Et donc du coup, bah moi je dis je leur dis, ben voilà, la chaussure, elle coûte tant, la boîte, elle coûte tant, le transport, il coûte tant, la logistique, ça coûte tant. Bah, du coup, voilà, il nous reste tant. Et du coup, ça a commencé comme ça, en fait, par de la réponse aux commentaires. Et j'en avais marre de répondre sans arrêt aux mêmes commentaires. Donc, du coup, j'ai tout mis en ligne sur le site. Maintenant, il y a toutes les infos qui sont accessibles. Et c'est vrai que, bah, voilà, quand on me pose une question, les seuls moments où je réponds, je ne sais pas, c'est quand je ne sais vraiment pas. Et c'est pas intérêt à mentir sur telle ou telle chose, en fait. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, et notamment dans la presse. Quand on lit certains articles de presse sur certaines marques, ah oui, on a vendu X paires sur l'année. Je suis là, mais c'est pas vrai du tout. Moi, je les connais, les chiffres, c'est 10 fois moins que ça. Donc ça, pareil, c'est bien joufflé, avoir une image d'une grosse marque, etc. Mais au fond, c'est pas forcément la vérité. Alors moi, je mens pas sur les chiffres. De toute façon, j'ai aucun intérêt à le faire en fait. C'est pas comme si en plus je cherchais des investisseurs et qu'il fallait que je fasse la promotion de la marque, faire croire que c'était un super gros truc. Donc
Parler de la sincérité, de l'authenticité dans ta communication. D'ailleurs, les problèmes que tu as eus en 2023, où tu as dû licencier ton équipe, donc tu en as parlé sur LinkedIn, par exemple. Quels sont, d'après toi, les freins que l'on rencontre quand on veut lancer sa marque vegan, comme c'est ton cas, mais aussi quand on veut travailler dans un métier de la cause animale? Le premier frein, j'ai envie de dire, c'est soi-même. C'est qu'il faut qu'on se persuade qu'on est capable de faire, parce que sinon, enfin, c'est un état d'esprit. Si on pense qu'on peut échouer, à mon avis, ça va droit au but. Et moi, je me suis jamais posé cette question, en fait. Je m'étais dit, bah, je verrai bien, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et je m'étais pas mis non plus de pression, hein, du résultat. J'ai fait beaucoup les choses au ressenti. Mais il y a énormément de gens qui se mettent des freins, par exemple, ah non, je suis pas capable, ou alors c'est trop difficile, ou alors il faut que j'arrête mon travail actuel pour pouvoir lancer quelque chose à côté, c'est compliqué, ou alors c'est les mêmes freins qu'on va se mettre, par exemple, moi je dis ça, je fais beaucoup de sport, mais c'est le même frein que les gens qui vont dire j'ai pas le temps pour faire du sport. C'est un peu pareil en fait, c'est des choses qu'on se met nous-mêmes, et alors qu'en fait au fond on est très bien capable, et je pense qu'il y a énormément de gens qui se sous-estiment et qui se pensent pas capables de lancer un projet alors qu'ils en sont très bien capables. Mais il faut faire les choses. Alors tout le monde n'est pas fait pour lancer son entreprise, voilà, et ça aussi il faut le prendre en compte. C'est pas facile. Il faut être, à mon avis, hyper polyvalent. Avoir un produit, c'est bien, mais que d'abord ce produit, il faut qu'il plaise aux gens, et pour plaire aux gens, il faut que la communication elle soit adaptée. Et c'est quelque chose qui est parfois très difficile pour les gens qui sont très créatifs et qui sont vraiment dans la création, qui aiment faire les choses belles, qui sont un peu artistes, etc. Ils ont pas forcément, enfin c'est pas forcément évident pour eux d'avoir le côté un peu plus commercial. Et après dans les freins, je dirais qu'il faut faire ce qu'on est capable de faire et ce qu'on a envie de faire. Par exemple, moi je sais que j'ai aucun sens commercial, mais vraiment aucun. Et donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je ferais une marque 100% en ligne et que je ne vendrais pas des distributeurs, parce que je sais très bien que c'est pas mon truc, et que je vais y perdre du temps et de l'énergie, et que en plus ça sera pas efficace vu que je ne sais pas. Donc voilà, il faut se concentrer sur ses forces aussi, et s'entourer des personnes qui nous manquent peut-être pour combler les faiblesses, et réussir à s'en sortir. Il y avait une personne avec qui je discutais qui me disait que elle, par exemple, pour le frein dont elle a l'impression de souffrir pour développer son métier dans la cause animale, c'est le fait d'habiter en province et pas dans la capitale, parce que elle souffre d'un manque de mobilité ou d'un manque d'interlocuteurs pour l'aider. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, je dirais d'un point de vue hyper personnel que c'est pas du tout un frein. Moi, j'ai monté mon entreprise à Bordeaux. C'est certes une ville, mais je suis partie à la campagne en 2020, donc 3 ans après. Il y a la campagne, hein. J'étais à une heure et demie de route de la ville la plus grande, dans un village de 100 habitants, où il y avait personne. Et j'ai passé les meilleures 4 années de ma vie. Donc en fait, le frein, il est surtout dans pourquoi est-ce qu'on pense avoir besoin d'aller à Paris. Si c'est pour le réseau, si c'est pour les événements, si c'est... Bon, déjà, il y a toujours moyen de se déplacer et de combiner un peu tous les rendez-vous. Imaginons, moi, c'est ce que je fais. À Paris, je dois y aller une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Moi, j'y vais, puis je me porte. Mais du coup, il faut... Enfin, quand j'y vais, je sais que en général, c'est pas pour le boulot, c'est pour voir mes amis qui sont là-bas. Mais donc, quand j'y vais, j'en profite. Je fais, bon, ben voilà, j'ai ça, ça, ça et ça à faire à Paris. Je cale tout le même jour. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et ça a jamais été un souci. Et puis en plus, je pense que c'est vraiment une idée reçue qu'il faut s'entourer d'entrepreneurs, aller dans un gros incubateur parisien où il va y avoir du monde, on va faire du réseau, etc. Enfin, faire du réseau, c'est bien, mais ça suffit pas. Moi, je sais que j'ai horreur de ce monde-là, parce que j'ai fait une fois un apéro entrepreneur, et même j'en ai rencontré après des gens qui se disaient entrepreneurs sur Bordeaux. Et en fait, c'était un rendez-vous apéro de gens qui n'ont rien fait de leur vie spécialement, qui se disent entrepreneurs parce qu'ils ont envie d'entreprendre et qui s'auto-congratulent les uns les autres. Donc si c'est ça, faire du réseau, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Et oui, et tous ces gens-là ne croyaient pas en mon projet. Et moi, j'étais là, je fais, bon, en fait, ça m'intéresse pas du tout, vraiment, vraiment pas. Et, euh, et j'ai gardé contact plus ou moins. Je vois ce qu'ils font sur LinkedIn maintenant, ces gens-là. Il n'y en a jamais un qui a fait quelque chose. Donc, en fait, il y a, honnêtement, je pense que c'est pas absolument nécessaire. C'est nécessaire d'avoir des contacts et de bien s'entourer. Mais maintenant, on fait tout en visio. Il faut pas, enfin voilà, c'est pas non plus le drame de pas pouvoir se voir en présentiel, et d'aller faire des déj ou des brunchs entre Parisiens pour absolument lancer son entreprise. Ça, c'est pas vrai. Donc voilà, rester à la campagne, c'est beaucoup mieux. Et en plus, il y a plein d'animaux. Donc
Et pour terminer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut créer son propre métier en faveur de la cause animale? Le conseil ou les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut s'engager pour la cause animale et en faire son métier, déjà, c'est d'être certain que, ce qu'il veut faire, peut intéresser les gens. Alors ça, c'est compliqué, il faut souvent commencer par une étude de marché pour voir si ça peut prendre ou pas. Et ensuite, il faut avoir un plan d'action. Alors c'est tout bête, mais quand on était à l'incubateur, on nous forçait à faire un business plan, etc. On voit pas forcément l'intérêt au début, mais en fait c'est hyper important parce qu'il faut garder le cap et savoir pourquoi on fait les choses et jamais dévier de son cap. Bon là, en l'occurrence, c'est les valeurs qui vont nous porter, mais voilà, et il faut pas surtout pas se mettre de frein, comme on disait. Tout est plus ou moins réalisable. Après, forcément, il y a des idées farfelues qui sont pas forcément applicables, mais si c'est un projet un peu actuel, les pieds sur terre, etc., il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est juste qu'il faut se donner les moyens de le faire connaître. Et ça peut passer par plein de moyens. Ça peut passer par de la communication sur les réseaux sociaux, ça peut passer par de la presse, par du réseau pour les gens qui aiment bien parler, qui aiment bien présenter. Ça peut très bien passer comme ça aussi. Mais voilà, et je dirais ne pas compter ses heures au début aussi. Alors ça, forcément, dès qu'on monte son entreprise, c'est un peu un passage obligé. Mais voilà, pas se décourager et être hyper rigoureux surtout. On peut pas se dire je monte mon entreprise, donc du coup c'est cool. Je me lève à 11h et puis je travaille entre 13 et 15 et puis après voilà, j'attends que ça vienne. Ça marche pas comme ça. Honnêtement, il faut travailler et il faut travailler en ayant un sens des priorités assez développé et être hyper organisé. Je pense que les deux plus grandes qualités pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet où il est chef d'entreprise ou chef de son projet, c'est la rigueur et l'organisation. Tout le reste, ça s'apprend sur le tas. Mais ça, c'est pour moi hyper important. Bon, mais écoute, Marie, merci de tous ces conseils, puis merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Eh bien, écoute, là, tu es dans les collections, c'est ça? D'accord. Bon, mais écoute, bon travail. Merci.